Bonjour à tous. Il est 14 heures passées, nous allons pouvoir commencer. Je laisse les deux dernières personnes s'asseoir. Tout d'abord, je souhaitais tous vous remercier d'être venus assister à cette session qui nous tient particulièrement à cœur. Et nous sommes heureux avec le professeur Sherman de vous accueillir autour de la session des examens génétiques. Quel avenir, quel accès aux soins dans un contexte technologique évolutif. Donc c'est un sujet qui est particulièrement important pour l'Agence de la biomédecine, pour les professionnels de santé, les généticiens, mais pas uniquement. Je pense qu'on va le voir. C'est important pour les patients et pour leurs familles. Merci Pascal. Merci de l'invitation. Surtout merci à l'Agence de biomédecine d'avoir mis en avant ce sujet éminemment passionnant et éminemment actuel. Parce que examen génétique, contexte évolutif, bien entendu, avec l'arrivée de toutes ces nouvelles techniques, avec l'abaissement des coûts de la génomique, avec l'intelligence artificielle, on va vers une révolution absolument fascinante des technologies, donc de l'accès à l'outil génétique. Et à la Fondation Maladies Rares, que j'ai l'honneur de diriger, nous avons un appel à projet sur la génomique et on voit en temps réel l'évolution des techniques et notre appel à projet évolue sans arrêt par rapport à ce point-là. Donc nous avons, qui d'autre que Stanislas aurait pu mieux présenter ce sujet sur le plan l'évolution des techniques, de l'ouverture du plan France Médecine Génomique à différentes indications et autres. Et puis après, nous avons Hélène Berruy-Gaillard, que je côtoie au quotidien à la plateforme Maladies Rares et qui est une avocate extraordinaire des patients et qui en même temps est pharmacien, donc connaît parfaitement toutes ces problématiques. Et je la remercie d'avoir accepté de venir. Et puis Florent Juzeau, pour l'aspect socio-économique, parce que, bien entendu, bien que le coût du séquençage s'effondre, on parle maintenant de 200 € pour un séquençage complet d'un génome complet, derrière il faut analyser. Et l'analyse, ça coûte cher. Et donc, il y a un aspect socio-économique et d'accès et de remboursement extrêmement important. Donc, peut-être, Pascal, je te laisse présenter le premier orateur. Donc, on a effectivement l'immense honneur d'avoir le professeur Stanislas Nonet, qui est professeur de génétique, directeur ou président d'Imagine, et à qui on a confié la lourde tâche de brosser un petit peu l'état de l'art en matière des pratiques de la génétique, et surtout on lui a demandé de faire une présentation vulgarisée afin que tout le monde puisse ensuite échanger avec un niveau de connaissance partagé. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Pascal. Je suis très reconnaissant Pascal de l'invitation. Et donc, c'était la commande de Pascal, plante le décor. J'ai pris comme titre, pardon, c'est en anglais, mais ça parle de soi-même, parce qu'il y a quand même derrière un petit plaidoyer. Les séquences de nouvelle génération demandent un phénotypage de nouvelle génération. J'en reparlerai, mais ça a été dit d'une certaine manière. C'est la séquence à 300 €, l'interprétation à 30 000 €. Et ça veut dire que dans le processus... ce qui est difficile aujourd'hui, ce n'est pas de produire de la séquence comme on produit de la séquence, comme une usine produit de la séquence, mais c'est l'interprétation. Et l'interprétation, la génétique n'est que comparaison, on n'a rien fait de mieux depuis Champollion, il faut toujours quelque chose versus quelque chose. Et c'est le génome d'un patient, d'une famille, d'un apparenté, par rapport à un autre patient, à ses parents, aux témoins, au génome de référence. Et c'est là où la clinique est absolument indispensable. C'est le plaidoyer, j'y reviendrai. Et le titre n'est pas de moi, c'est 2 généticiens de prestige en Hollande et aux États-Unis. Alors, le décor, il n'est pas si récent que ça, il a 20 ans, c'est fin du séquençage du génome humain, en fait. Une mauvaise moyenne de quelques lignées cellulaires, 2003, et alors des savants très... c'est pas ironique ce que je dis, des grands généticiens, Francis Collins, Eric Green, disent en gros, ça y est les gars, c'est bon, on a la vision du futur, de la génomique du futur. Et vous voyez, au premier étage, vous avez le projet génome humain, puis vous avez tout de suite la biologie et la santé, puis après la société, très rapidement. La société, c'est tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut faire avec la génétique, le risque assurantiel, par exemple, ou d'autres. Mais intéressons-nous à ce premier étage, parce qu'au fond, on en est toujours là, et on a à peine grimpé quelques marches, il faut bien le dire. La promesse,
elle reste vraie. C'est de dire que si on a une génomique de précision avec des cibles, on a déjà une porte vers les traitements, on a une porte vers une génétique, un conseil génétique performant, et c'est tout à fait vrai, et donc il faut aller dans ce sens. Et puis les deux courbes qui se croisent, Daniel l'a très bien dit, et vous en parlerez, madame, c'est le coût du génome. On est, je crois, bientôt Illumina 300 €. C'était 3 milliards de dollars, ça, donc 3 milliards 300 €, vous voyez le truc. Et c'était 10 ans, et là c'est bientôt 24 heures, pour 60 génomes en même temps, 24 heures. Et puis la production de séquences qui, évidemment, va dans l'autre sens. Deuxième élément, pas d'ironie, ça marche. C'est formidable. On vit une période de la génétique extraordinaire. Grâce à ça, c'est l'accumulation depuis 90, donc vous voyez péniblement projet génome humain, ici, 2003. Et puis les séquences de nouvelle génération, on voit l'angle de la courbe vers 2010. Et ça, c'est le nombre de gènes identifiés, récessifs, dominants, liés à l'X, dans les déficiences intellectuelles, un des sujets les plus difficiles, les plus hétérogènes. Donc, aucun doute, c'est formidable. On vit une époque formidable. Et encore, ne le prenez pas ça comme du vieillisme ou de la satire. C'est extraordinaire de pouvoir aujourd'hui avoir accès à des tests de la génétique performante de cette manière, grâce au progrès technologique qui est décrit dans ce papier. Donc oui, on a quelque chose qui est rapide, qui est bon marché, qui est très efficace, mais est-ce que c'est si simple que cela? Et au fond, c'est un peu ce que... On doit être obligé, parfois conduit, pas obligé, mais conduit à dire aux patients en consultation, c'est quelque chose qui est paradoxal. C'est qu'on est à un moment qui changera avec toutes sortes de bases de données, d'intelligence artificielle, de performance, mais on est à un moment où plus on séquence chez un individu et sa famille, plus l'interprétation est difficile. C'est un paradoxe, mais c'est la meule de foin. Vous avez 10 pailles, vous avez 10 gènes, un panel, c'est peu probable que le gène que vous cherchez soit dedans. Vous avez les 22 000 pailles de la meule du génome humain, codant pour des protéines, c'est très probable que l'aiguille est dedans et vous ne la voyez plus. Et vous ne la voyez plus parce qu'il y a un phénomène qui a été sous-estimé, il était connu, mais il a été sous-estimé, c'est la variabilité du génome humain. Les questions n'ont pas changé. C'est John Haldane, c'est un héros en génétique de Cambridge, il se tire la moustache de contentement parce que tout ce qui est les questions qui étaient posées par Haldane et les Britanniques en particulier, même avant-guerre, c'était quelles sont les mutations, les altérations, il n'y avait pas l'ADN, mais quelles sont les altérations qui produisent les maladies génétiques? Ça reste une question d'actualité. Quelle est la nature d'une mutation? Est-ce qu'elle fait perdre la fonction d'un gène ou gagner la fonction d'un gène? Est-ce que, c'était un des gros sujets d'Haldane, est-ce que pour une même maladie, on peut avoir des gènes différents dans des familles différentes? L'hétérogénéité génétique, ça reste un piège terrible et ce n'est pas résolu. Notamment, la séquence vous donne tout, mais elle ne vous donne pas forcément, il n'y a pas un drapeau rouge à l'endroit où c'est le bon gène par rapport à un autre gène qui peut donner la même maladie. Hétérogénéité de locus. Et puis enfin, l'architecture des maladies, c'est un mot un petit peu pompeux pour dire mais comment ça se transmet ces trucs-là? Dans le mendélien, on reste à peu près à l'aise, mais dès qu'on s'éloigne vers un défaut de pénétrance, quelqu'un qui porte une mutation mais ne manifeste pas le phénotype, une expression variable, quelques gènes qui vont jouer un rôle, c'est plus l'hétérogénéité de locus, c'est que cette fois-ci, il y a plusieurs gènes acteurs en même temps, plusieurs altérations, peut-être une rare, peut-être une fréquente. Là, vraiment, c'est la grande natation. Et là aussi, la séquence du génome, ne nous y méprenons pas, vous donne pas la réponse instantanément pour caractériser une hétérogénéité de locus, prototype les surdités, les épilepsies, dans les maladies dites rares et génétiques, prototype des maladies communes polygéniques, les diabètes de type 1 par exemple. Le gros choc, c'est que la séquence du génome humain 2003, suivie de 100 000 génomes, c'était un projet, ou 10 000 ou 100 000, et maintenant c'est des millions, nous montre que nous sommes extraordinairement semblables. Il y a moins de 0,1% de différence entre deux personnes parmi nous dans la salle. 0,1%, c'est ridiculos. Mais comme le génome est immense, ce 0,1%, c'est 3 millions de différences. Vous voyez le truc, c'est une micro-différence en valeur relative, en valeur absolue. C'est des variants, des tonnes de variants. Et là, on retrouve le concept, plus on séquence, plus on en récupère de ces variants, plus on les voit. L'idée qu'on avait de la génétique, tous, moi le premier, c'est on analyse la séquence qui est ici, et il y a la mutation.
C'est pas ça. On analyse la séquence qui est ici et il y a les variants dont la mutation allait me démontrer que c'est celle-là. Ça paraît, pardonnez-moi, un petit peu passéiste comme truc, mais tous les staffs, je vois des collègues généticiens, tous nos staffs, c'est ça. On récupère un panel, une séquence de gènes, et on se dit, est-ce que c'est bien celle-là? Parce que si c'est celle-là, on peut travailler avec elle, diagnostic, conseil génétique, voire recherche clinique, traitement. Mais si c'est la voisine, ici, ce n'est pas la même chose. Et si c'est sur un autre chromosome, c'est encore pire. Donc voilà la réalité de ce pouvoir technologique immense confronté aux défis de l'analyse. Pourquoi il y a tant de variabilité chez l'homme? Je vais la passer très vite, parce qu'il y a un taux de mutation qui est absolument stable, et on le sait que c'est depuis les primates, et ça veut dire qu'on ne transmet pas ces gènes, on les recopie pour ces enfants. Et à chaque enfant qui va très bien, par rapport à des parents qui vont très bien, ce n'est pas un variant, c'est 70 à 80 variants qui apparaissent chez l'enfant, plus un variant de grande taille. Et c'est ça l'enrichissement pour une population humaine qui est ici et qui jusqu'en 1900 était 1 milliard, et 1800, et puis là maintenant on est 9 milliards. Et donc la variabilité du génome humain, encore très loin de la variabilité de nos cousins les grands singes qui sont bien plus anciens, est devenue immense. Et c'est ça qui produit ces difficultés d'interprétation. Alors pour vous donner ce que vivent les staffs de génétique avec nos généticiens moléculaires et bioinformaticiens, si vous prenez juste la fraction codante d'un génome 2%, ce qu'on appelle l'exome, vous en entendez souvent parler, eh bien vous avez en gros 20 000 variants, mais dont 10 000 sont rares, on n'a représenté ici que les rares, et puis vous allez ce qu'on appelle filtrer, c'est-à-dire j'enlève, et on enlève ce qui ne porte pas, on pense, ne porte pas sur le fonctionnement des gènes. Et on arrive à des variants rares, 500, ça reste énorme, et puis on regarde ceux qui sont déjà connus dans des gènes candidats, et c'est comme ça que se fait ce travail qui peut durer parfois 3 minutes, c'est vrai, toc, le gène, la ségrégation, la corrélation avec le phénotype, qui peut durer des jours, vraiment des jours. Donc on voit nos collègues généticiens, biologistes et ou informaticiens coller à un écran et aller dans les bases de données et aller dans les souvenirs et revenir au laboratoire pour dire il faut faire une expérience supplémentaire. Est-ce que par exemple ce variant est chez les parents ou pas? Est-ce qu'il est le même dans le même gène chez les patients qui ont la même chose mais dans des familles différentes? Et là ça redevient un gros travail. Et vraiment c'est quelque chose qui est quotidien. Pas de doute que les choses évoluent, évidemment. Mais on est à ce moment-là où on produit plus d'incertitudes que de certitudes. D'où le classement des variants, et tous ceux qui, parmi vous, auront eu affaire à des comptes rendus de génétique vont dire « nous avons trouvé un variant de classe 2, de classe 3, de classe 5, etc. » Variant, pardonnez-moi, variant, ça veut dire il y a une différence par rapport au génome de référence. Vous voyez, on ne prend absolument pas parti. J'ai le génome de référence, que mauvaise moyenne de tout le monde, et je dis, tiens, là, en général, c'est un T, et je trouve un A. C'est ça, variant. Ça ne dit rien de plus. Qu'il soit rare, pas rare, fréquent, connu, etc. Donc, le variant ne prend pas parti sur la signification, la fonctionnalité, le rôle, la pathogénicité. Et on voit ces classes que vous pratiquez, c'est très simple. Au milieu, c'est les 4 mots terribles de la médecine, je ne sais pas. Donc ça s'appelle le variant de signification incertaine ou inconnue. Les vous voyez ça, les variant of unknown signification. On va en dire un mot. Et puis, on va vers le 5. Ce n'est pas des critères de gravité, c'est des critères de crédibilité. Le 5, c'est je suis sûr que c'est une mutation. Mon variant, je peux l'appeler mutation. Et puis, le 1, c'est je suis sûr que c'est banal parce que c'est connu, donc c'est classe 1. Et puis, le 4, c'est probablement pathogène, et le 2, c'est probablement non pathogène. Vous voyez que c'est, comment dirais-je, c'est véritablement l'idée qu'on a du mal à classer. On a du mal à classer. Et ces variants de classe incertaines, j'ai pris juste un article en matière d'oncogénétique 2017, c'est pas si vieux, c'est un article américain qui dit qu'est-ce qui se passe chez les dames qui ont eu la découverte d'un variant BRCA1 ou BRCA2, l'un des deux, de classe 3, qu'est-ce qui se passe? La moitié d'entre elles ont une mastectomie bilatérale.
variant de classe 3. Je ne prends pas parti, peut-être qu'aux États-Unis, ce n'est pas la médecine, mais c'est le droit qui va trancher ça un jour, mais c'est quand même extrêmement impressionnant. Ça veut dire sur un variant de signification inconnue, on ne sait pas, la médecine ne sait pas. Le principe de précaution, c'est de dire, madame, on vous propose une mastectomie bilatérale. Imaginez le truc. Alors ça, encore une fois, ça évolue, ça s'améliorera, on va reclasser les variants, la biologie arrive, et la fonctionnalité, bien sûr. Mais enfin, c'est très impressionnant que ce doute n'est pas anodin quand il s'agit d'une mesure aussi dramatique au sens propre du terme qu'une mastectomie bilatérale. Donc certains disent, j'étais dans l'interprétation du génome, mais c'était trop hasardeux, je me suis reconverti, Madame Irma. Les tests génétiques, à la lumière de ça, gardent un peu, pardonnez-moi, c'est ce qu'on fait aux étudiants, c'est basique, mais vous le savez, mais ça aide à réfléchir, gardent ces dimensions-là, des études ciblées, des études choisies et des études globales, et soit pour la structure, les désordres génomiques, les anomalies de grande taille, voire d'un chromosome entier ou plusieurs, soit des altérations ponctuelles, les variantes dont je viens de vous parler. Alors les études ciblées ne sont pas, restent d'actualité pour beaucoup. Vous avez un enfant qui a une mucoviscidose avec un test de la sueur positive, vous allez tester CFTR, très bien, et vous avez la suspicion d'une délétion de ce chromosome-là, vous pouvez tenter de faire une analyse de ce chromosome, parce que cliniquement, ça vous est plus facile. Et ça reste d'actualité, il ne faut surtout pas le... Mais il est vrai que parfois, ces méthodes sont un tout petit peu dépassées par la technologie. Et le coût, on dit, mais au fond, ça se fait plus beaucoup. Au fond, autant faire la totalité de la structure. Et j'aurai mon examen. Vous voyez ce raisonnement qui change avec le temps et les progrès, de dire, la technologie est tellement peu chère et tellement écrasante, j'aurai tout et je ne regarde que ce que je voudrais regarder. C'est très important comme raisonnement. Si on avance là-dedans, on arrive à des études choisies où on dit je vais regarder, pas juste l'endroit où je pense, mais j'élargis un petit peu le parapluie. C'est typiquement ce qu'on appelle le panel de gènes. J'ai pris un exemple qui va plaire au professeur Calvas en génétique ophtalmologique, où arrivent des enfants qui ont des dystrophies de rétine, des malformations de la chambre antérieure, et il y a un panel qui, avec 212 gènes ici, 250 aujourd'hui, fait 70% de diagnostic. On a un bénéfice très fort à dire je commence par le panel, parce qu'il n'est pas très cher non plus, il peut évoluer, c'est raisonnable, mais le rendement diagnostique va différer suivant les pathologies ophtalmologiques. Si vous dites dans les dystrophies de la rétine, ce panel, c'est 80% de diagnostic, là vous dites, ok, ça vaut le coup de commencer par ça, en 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, j'ai la réponse, mais ce n'est pas vrai pour les dystrophies de la cornée, les cataractes et les maladies du vitré. Vous voyez, c'est déjà un panel qui, à l'intérieur, a 2 vitesses d'élucidation diagnostique et qui peut donc être contesté pour certaines indications. On va dire, là-dedans, je commence par un génome complet. Vous voyez comment ce raisonnement s'affine avec le temps et suivant les pathologies. C'est ce qui s'est fait pour la déficience intellectuelle. Je montre un truc de Necker enfant malade, il n'y a pas grand... c'est plus facile pour moi. Il y avait un panel sur la déficience intellectuelle avec 439 gènes, puis plus de 900, assez coûteux, 28% de diagnostic. Jeanne Amiel, Maya Chopra et Sophie Rondeau ont montré que l'exome passait à 45%. Il faut arrêter ce panel. Il est moins performant, plus cher, incertain, il a tous les démérites, si vous voulez, par rapport... Mais ce n'est pas vrai pour tous les sujets. Et puis enfin, on arrive aux études globales qui s'imposent maintenant, on arrive au plan France Médecine Génomique, une CGH de haute résolution qui va regarder très finement la structure, l'exome complet, j'en ai parlé, et l'outil, je passe celle-là, et l'outil du plan France Médecine Génomique, c'est-à-dire le génome complet. Et c'est là où il y a eu quelque chose qui a véritablement franchi un cap. Et c'est intéressant que le plan France Médecine Génomique, les auteurs, c'est l'INSERM, c'est Yves Lévy à la tête de l'INSERM, donc des chercheurs au fond, qui ont fait un plan de soins, parce que le plan c'est un plan pour le diagnostic, en disant, allez, pardonnez-moi de l'image assez rigolée, génome complet pour tout le monde, et on regarde ce qu'on voudra regarder au travers d'une lentille petite, moyenne, grande. Alors c'est donc l'outil du plan, vous savez sa structure, vous y reviendrez tout à l'heure je pense, avec 2 plateformes nationales chargées en gros nord-ouest Île-de-France et sud-est Oragène implanté à Lyon, et c'est là où c'est très important, ce n'est pas des plateformes en l'air,
elles sont maillées avec le plan national maladies rares, décidément, les centres et les filières qui sont en quelque sorte connectés à la prescription. Et c'est le plaidoyer de tout à l'heure pour la bonne prescription, la juste prescription, et surtout la juste prescription dont dépend la juste interprétation. Ce plan, c'était un des schémas pour Sequoia, la plateforme nord-ouest localisée tout à côté à Brousset, à ce circuit-là, réception, séquençage, analyse, interprétation, etc. Mais c'est là que ça se joue. À la fois au départ, la réunion de concertation pluridisciplinaire avec les prescripteurs cliniciens, avec les généticiens, les biologistes, les informaticiens, les spécialistes d'organes. Parfois, c'est une maladie de l'œil, c'est un ophtalmo qui nous dit « Non, ce variant de ce gène, je ne crois pas que ça puisse être ça, mais vous en avez un autre de classe 3 ici, ça j'y crois. » Seul l'ophtalmo peut le dire aux généticiens. Ça. Et donc c'est la validation de l'indication et l'affinage de l'interprétation. Et donc c'est là-dessus que j'insiste lourdement, c'est de dire le plan français a été intelligemment et je crois vertueusement maillé avec le plan maladies rares. Je ne parle pas de cancer, mais dans le sujet des maladies génétiques rares qui est le nôtre. Quelques réflexions rapidement finales pour vous dire quelles sont les conditions pour que tout ça, ce plan, marche. Déjà, parenthèse, il marche énormément. C'est des dizaines de milliers de prescriptions à Oragène et Sequoia chaque année, notamment pour les maladies génétiques plutôt rares. La première condition, recherche-innovation, je ne vous surprends pas, c'est de dire on ne peut pas rester à cette idée des variants de signification inconnus qu'on ne sait pas classer, il faut évoluer. Et bien entendu, c'est des projets de recherche, il y en a un sur la déficience intellectuelle, mais il y en a d'autres qui font partie du plan et qui vont essayer d'être des pilotes, c'est-à-dire d'éclairer la suite. Le projet dans ce domaine, c'est DEFIDIAG, où aujourd'hui 1275 trios papa, maman, enfants atteints de déficience intellectuelle ont eu un génome complet et essaient d'explorer ce domaine particulièrement hétérogène et difficile de la génétique. Recherche, innovation aussi en bioinformatique et intelligence artificielle, ça a été dit, c'est peut-être un truc qu'on ressort à tous les coups comme ça fait bien, mais c'est absolument vrai, de dire on doit pouvoir combler le gap d'interprétation, c'est ce que Gary Cutting avait dit, voilà le temps, voilà le coût de la séquence, et ce qu'on augmente aujourd'hui, c'est la classe 3. Il faut que ça cesse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on l'interprète mieux, la classe 3, c'est la bioinformatique, c'est les bases de données, j'insiste énormément sur les bases de données nationales et internationales, et on manque notamment de bases de données françaises, et c'est les entrepôts de données intelligents qui vont pouvoir mêler clinique et résultats de génotype. Je vous ai présenté un des projets d'Imagine, qui est l'entrepôt Warehouse, où on a des données de génétique et des données de clinique et de recherche. Troisième élément, c'est de dire qu'il faut chérir la génétique statistique et épidémiologique, c'est-à-dire ceux des généticiens qui vont essayer de modéliser les choses, parce qu'on va entrer dans le dur quand on est dans l'oligogénique ou le polygénique, de dire, bon d'accord, il y a 3 variantes de signification inconnues chez ce patient, mais c'est peut-être les 3 qui, ensemble, qui coordonnés, vont jouer un rôle. Donc c'est une spécialité, il y a une énorme force française dans ce domaine, c'est des gens qui sont rares, mais comme les variants, mais rares, mais à effet important, et donc on compte beaucoup sur eux pour l'interprétation. La clinique, c'est de dire, il faut penser à l'utilité clinique. Le plan France Médecine Génomique, il n'est pas pour produire de la séquence, il est pour être utile aux patients. Et depuis la consultation de base jusqu'au résultat en passant par la RCP, il faut avoir cette idée en tête d'être utile aux patients. Je reprends ce que Di Donai nous disait à Manchester, elle nous dit toujours quel est le problème, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que ça veut dire pour notre enfant, je parle comme un pédiatre, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que ça va recommencer? Pardon, c'est des questions super simples, mais ça reste d'actualité, c'est comme les questions de Haldane tout à l'heure. Je vous fais une vignette clinique pour vous montrer, mais même pas une minute, Daniel, même pas. Louis, anomalie de développement et du neurodéveloppement, pas de diagnostic évident. Panel 2016, je crois 400 gènes, c'est celui que je vais vous montrer. Un variant biallélique sur les 2 allèles de SIN1, un gène où il y a des sortes d'ataxie. Alors là, on regarde, ah oui, tiens, il ne marche pas très bien. Bon. Panel 900 gènes 2020,
tiens, il ressort un gène de novo qui n'était pas sur le premier panel, ROC1, on n'en sait rien du tout, mais comme il est de novo, on s'y intéresse. Bon. Et puis, exome et génome d'Ephidiag, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un variant du chromosome X qui n'était pas sur les 2 premiers panels, et c'est avec une maman conductrice. Ça, c'est le quotidien. C'est le quotidien, pas dans toutes les disciplines, mais c'est vraiment pour vous dire, ça reste difficile. Donc la clinique, Pascal m'avait dit sur les données incidentes, juste une photo. Ce monsieur s'appelle Jim Lupski, on peut le dire parce qu'il le raconte lui-même, il l'a publié. C'est un grand généticien du Texas, de Baylor College, qui a fait son génome à lui-même parce qu'il a une maladie de Charcot-Marie. Ils n'avaient pas trouvé la mutation. Alors il a fait le génome, comme ça lui a fait un New England superbe, et ils ont trouvé la mutation qui était dans un gène qui avait déjà été testé, exactement comme Louis, mais qui était connu. Donc pas de surprise. En revanche, John, dans ses variants perte de fonction, 27, il y en a un sur le chromosomique, X, pardonnez-moi, qui est sur le gène de l'adrénoleucodystrophie. C'est un variant perte de fonction, il devrait avoir une adrénoleucodystrophie. Il devrait avoir une adrénoleucodystrophie. Retard intellectuel, anomalie des surrénales, je peux vous dire qu'il n'a pas de retard intellectuel du tout. Et problème, alors vous dites, mais lui a survécu, mais ces filles qui sont forcément conductrices de ça, qu'est-ce qu'on va leur dire à elles pour leurs enfants? Est-ce que ça va faire comme leur grand-père? C'est ça les données incidentes dont vous parlerez mieux que moi tout à l'heure. Et puis les tests. Et puis le dernier point, c'est de dire qu'il faut non seulement être cohérent cliniquement, utile, mais aussi acceptable pour les patients, c'est-à-dire leur dire parfois qu'on ne sait pas, c'est pas facile en consulte de dire qu'on ne sait pas, mais c'est la condition de la confiance, les informer dans cette boucle de RCP, utiliser les données, on voit beaucoup de règlements, RGPD, CPP, CNIL, formidable, il n'y a aucun problème, enfin, je veux dire, s'ils vont vite, il n'y a aucun problème, mais encore faut-il qu'on les utilise, ces données, sinon on est tout aussi inéthique vis-à-vis de nos patients que de les mal utiliser. Ne laisser personne au bord de la route, et puis notamment évaluer le plan. Voilà, j'en ai terminé par l'idée de l'intégration, et quand on a une checklist d'un laboratoire qui dit, en matière de prescription, un laboratoire privé, comment dirais-je, pas direct to consumers, mais privé, qui dit le clinicien doit vérifier si le laboratoire a les gènes, les interprète bien, etc., etc. Ce qu'on préfère avec le plan, c'est de dire le laboratoire et le prescripteur se parlent du début et à la fin. Et c'est ça l'idée, dans la consultation initiale, dans la prescription et dans l'interprétation. Voilà, j'en ai terminé. C'est tous mes collègues de Necker et d'Imagine que je remercie. Merci beaucoup Stanislas. Le challenge de poser le décor a été bien relevé. Et je donne la parole ensuite. Oui, merci. Et puis, bien entendu, comme prévu, tu allais passer le temps, mais ça le valait, vu l'intérêt de tout ce que tu as pu nous raconter. Je pense qu'on n'a pas osé t'interrompre et que des questions viendront à la fin des 2 autres exposés approfondir les points. Donc, Hélène Berruy-Gaillard, qui est depuis peu de temps présidente de l'Alliance Maladies Rares, mais qui a de nombreuses années de militantisme au compteur, si j'ose dire, et qui va venir vous parler du second aspect, qui sont donc les études en sciences humaines et sociales pour améliorer les étapes du parcours de soins en génétique. Donc déjà, merci pour l'invitation, parce qu'en m'invitant, on donne la parole à 250 associations. L'Alliance Maladies Rares est un collectif de 250 associations de maladies rares. Voilà, et avec un collège numéro 1 et un collège numéro 2, c'est important, où nous avons la Ligue contre le cancer, maintenant l'autisme, qui ne sont pas des maladies rares, mais on peut voir apparaître, et grâce à l'évolution aussi du séquençage des maladies rares, dans des maladies apparemment non rares, ce qu'on retrouve aussi en cancéro. Alors évidemment, la médecine est un art, et vous venez de le démontrer, et merci de votre présentation. C'est toujours aussi limpide quand vous parlez, donc ça nous aide, nous malades. On sait que la médecine est un art, mais ce n'est pas une science exacte. Et ça, c'est un point important, parce que nous, les malades, on est très en attente. Alors, c'est moi qui passe les diapos. Voilà. Alors, pour rappeler, un petit rappel sur les maladies rares. Les maladies rares, on estime que nous sommes 3 millions de Français. Alors, on a des bases de données qui, grâce au plan, permettent donc la création de registres, et on aura un chiffre au fur et à mesure de plus en plus exact. Donc,
c'est 3 millions de Français, mais on a une particularité, on est dispatché dans 6500 maladies. Un vrai casse-tête. Donc on est souvent en impasse, en errance d'abord de diagnostic. C'est un sujet, c'est-à-dire qu'entre le premier symptôme et l'arrivée au guichet dans un centre de référence et compétences, il peut se passer 3 ans, 4 ans, et pour certains patients, des fois 20 ans. Et c'est un vrai sujet chez nous qui n'est pas encore totalement ou vraiment résolu. Puis on arrive au guichet, ça y est, on est pris en charge par un centre de référence ou compétences, ce qu'a expliqué le professeur Lyonnais, où on va peut-être pouvoir nous poser un diagnostic. Ben, ce n'est pas toujours le cas, et ce n'est pas toujours simple, puisqu'on peut avoir ce qu'on appelle le phénotype, donc des signes cliniques, ou atypiques, ou qui ne correspondent pas, par des marqueurs biologiques, par des radiologies, par tout ce qu'on veut, à une maladie qu'on pourrait identifier. Et on passe dans ce cas-là, et on va de plus en plus vers un génome, qui n'apportera pas forcément la réponse, on en reparlera. Donc on a une problématique d'errance, et on a aussi une problématique d'impasse. Ce qu'il faut savoir en quelques chiffres, les maladies rares commencent dans 70% des cas pendant l'enfance. C'est pour ça que vous parlez parfois comme un pédiatre, et c'est normal. 80% sont d'origine génétique et 20% nous ne connaissons pas l'origine de ces maladies. Et peut-être qu'on verra un peu comment l'évolution aussi d'un séquençage global permettra aussi d'affiner, de découvrir certaines origines génétiques dans les maladies. Voilà, donc 20% sont d'origine inconnue, et pour ces malades-là, de ne pas savoir absolument pourquoi cette maladie, est-ce qu'on pourra la transmettre, voilà, c'est la double peine à ce niveau-là. Alors les attentes des familles, parce que moi je suis là pour parler des familles, alors elles sont très fortes, les attentes des familles, surtout quand on a connu un parcours d'errance et d'impasse diagnostique. On veut savoir pourquoi. Pourquoi on a un enfant qui a un handicap ou une maladie, pourquoi soi-même on a cette maladie rare. Enfin, on voit qu'on a une maladie rare et on est en attente, donc on veut connaître la cause. C'est quelque chose qui devient viscéral. Et pourquoi on veut aussi connaître la cause? Parce qu'on espère un traitement, en se disant, mais si nos médecins connaissent la cause, eh bien peut-être qu'ils vont trouver un traitement. Donc on est dans l'attente d'un traitement ou d'une prise en charge adaptée. On veut connaître le pourquoi aussi pour savoir si ça va atteindre d'autres enfants ou l'enfant qui n'est pas atteint va transmettre. C'est un vrai sujet au sein des familles. C'est un sujet important. Voilà. Et on essaye aussi, dans l'origine, et connaître la cause de sa maladie, souvent elles sont génétiques, on tente d'apprivoiser un nouveau parcours de vie. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à une maladie rare, elles font irruption dans nos vies. Et comment on va se projeter au quotidien, comment on va s'adapter. Derrière, beaucoup de questions. Et c'est tout l'enjeu aussi des sciences humaines et sociales. Alors évidemment, on est piégeux. Je le dis clairement. De nos fortes attentes, on veut tout, on veut qu'on nous dise tout, et sans évaluer finalement l'impact, notamment sur une annonce d'une maladie génétique pour soi-même, pour son enfant ou pour la famille. Finalement, on signerait n'importe quel papier pour sortir de tout ça et qu'on vous dise enfin pourquoi vous êtes malade ou votre enfant est malade. Et c'est là où le malade est piégeux, entre guillemets, où l'information au malade est absolument fondamentale. On est évidemment... alors là, je vous parle de personnes malades, de maladies rares. Mais on doit aussi différencier entre donc, cette attente individuelle et l'attente de la collectivité. Quand on n'est pas malade, on n'a pas de maladie rare ou une maladie autre, quelles sont les attentes de la collectivité, quelles sont les attentes sociétales. Et c'est pour ça que je parlais de l'enfant parfait. Voilà. Il faut différencier aussi les types de population, parce que nos attentes sont différentes, bien évidemment. Alors, vous l'avez dit, on diagnostique pour prendre en charge, on diagnostique pour éviter une répétition, ou on diagnostique pour éviter l'apparition d'une maladie. Alors évidemment, les sciences humaines et sociales aussi, c'est nos représentations. Quand on parle avec nos associations de génétique, on a une représentation. Tout le monde n'a pas la même représentation, la même signification. On a tous une culture différente, une culture médicale différente, une approche du corps et de la maladie différente. Donc, ça permet, ce qui est très important, c'est un dialogue entre la médecine et les sciences humaines. Je pense que c'est absolument important. C'est important dans tous les domaines, dans le parcours de soins. Mais dans cette révolution, je pense qu'on peut parler d'une révolution. Ce dialogue médecin et sciences humaines est important et d'avoir une approche qualitative, c'est de mesurer. Sciences humaines est une science. Je dois vous dire que je l'ai découverte
avec les maladies rares. Voilà. Alors les questions auxquelles on veut des réponses, bien évidemment. Alors, attendez, est-ce que je suis où? Une approche qualitative. Voilà. Donc, on a des questions auxquelles on veut des réponses. C'est comment recueillir un consentement éclairé quand on est en attente de tout et qu'on signerait quasiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu'une information claire? Quels sont les mécanismes de décision des patients? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va dire oui, et quels résultats on veut en fonction de ce que le généticien, le médecin va découvrir, qu'est-ce qu'on veut avoir comme information? Est-ce qu'on ne veut pas comme information? Il y a une étude d'ailleurs faite par la Fondation Maladies Rares où 25% des malades ne voulaient pas connaître les données incidentes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas recherchées. C'était une famille sur 4 qui ne voulait pas savoir. Alors que si on pose des questions à nos associations, on se retrouve beaucoup vont dire non, moi je veux tout savoir. Mais finalement, quand on fait une étude et qu'on la mesure, on se rend compte que non, finalement, ils ne veulent pas forcément tout savoir. Quels sont les mécanismes de décision des patients? Quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'il faut tout dire? C'est important. Quand le dire? Il y a une notion de temporalité. Voilà. Quand le dire? Comment le dire? C'est important. Et évaluer évidemment les conséquences individuelles et familiales. On peut mesurer les émotions et nos représentations. Alors, il faut comprendre aussi l'expérience des malades et des familles étape par étape. Donc, comprendre l'expérience des malades, c'est ça les sciences humaines et sociales, c'est de partir de l'expérience, du vécu des malades, le mesurer. Alors, on parlait des données. Les données, pour nous, c'est important. Et on est, alors en général, et alors il n'y a peut-être pas assez d'études, hein, on va voir le sujet après, on est pour l'exploration de nos données. Parce qu'on peut à un moment nous donner un résultat en disant écoutez, désolé, on n'a rien trouvé, mais on sait que ça va évoluer. Alors évidemment, on n'a pas les mots techniques comme panel, comme ensemble du génome, on n'a pas tous ces termes techniques, mais on se dit que peut-être que cette année, ils n'ont rien trouvé, mais peut-être que dans 3-4 ans, s'ils gardent ce qu'ils ont cherché, ils vont peut-être trouver ensuite. Et qu'ensuite, on contribue dans les maladies rares, on sait qu'on n'est pas nombreux. On est très très spécifique, donc on se dit que plus on réunit nos données, plus on aura peut-être des solutions qui vont être trouvées. Donc on est dans les maladies rares, c'est peut-être spécifique, je dis toujours attention à quelle population de malades s'exprime. Nous, on est énormément dans le partage des données, parce qu'on sait qu'on n'est pas nombreux et qu'il n'y a que ça qui pourra nous aider. Voilà, alors on parle aussi, alors sciences humaines et sociales, c'est aussi des guides de bonne pratique. C'est aussi des documents réglementaires, mais qui ne doivent pas être figés, parce que tout évolue. L'évolutivité, j'ai dû le noter. Alors, je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Les documents, alors, quand on parle d'évolutivité, c'est dire que la société évolue. La connaissance, la maîtrise, les articles, tout ce qu'on peut lire, on est tout le temps en train d'évoluer. On essaye de coller à l'évolution de cette société, mais la science évolue également. Donc, il est hyper important qu'on ne fiche pas les choses, que ce soit dans les bonnes pratiques ou dans les aspects réglementaires, et qu'on les fasse évoluer en permanence. Parce que sinon, on va se retrouver très vite. Alors, on va mettre un temps de dingue. On en avait parlé pour pondre le bon document, mais si ensuite on le fige et qu'on remet 3 ans ou 4 ans pour en refaire un nouveau, eh bien, on est bloquant. Donc voilà, donc il faut quelque chose qui soit très évolutif. Alors, le monde des mots, ça c'est important, on en parle souvent. Il y a les mots, les termes techniques et médicaux. C'est pour ça que je vous remercie de pouvoir rendre les choses vulgarisées et qu'on puisse les comprendre. Mais souvent, pour les malades, on ne comprend rien. Enfin, on ne comprend pas du tout ce qu'on nous explique ou ce qu'on nous raconte, parce qu'on n'a pas cette culture, on n'est pas médecin, voilà, tout simplement. Et il faut savoir, finalement, s'approcher au mieux des mots que peuvent comprendre les familles. Et pour ça, il faut des sciences humaines et sociales. C'est extrêmement important. Ça permet à un moment de parler au plus grand nombre. Alors, on est évidemment très étonné maintenant alors j'ai fait des recherches avant d'intervenir, tout ce qu'on pouvait trouver dans la littérature. On n'a pas beaucoup d'études en sciences humaines et sociales. Et il nous en faudrait beaucoup plus dans cette science. Voilà. Et surtout face aux enjeux qui vont se présenter, on est en pleine révolution. Et je trouve qu'en général, voilà, est-ce qu'il y a une hiérarchisation des valeurs? Est-ce que c'est une science qui a moins de valeur qu'une autre? Pourquoi on en a aussi peu? Pourquoi c'est toujours, on le voit quand on demande des budgets et qu'on dit qu'on en a besoin, et c'est des fois les malades qui ont des idées de sciences humaines et sociales en disant mais nous, on a des questions là-dessus, on se pose telle et telle question, on leur explique qu'on peut faire une étude scientifique, voilà, mais souvent, ça s'appelle des queues de budget.
Donc voilà, et c'est extrêmement important pour nous parce que ça humanise notre médecine. On rappelle toujours qu'on n'est pas un dossier médical, qu'on est une personne. Avant d'être malade, on est une personne. Donc voilà, on est très étonné que finalement les financements sont beaucoup trop faibles dans le sujet. Et comme on arrive sur le 4e plan, on va arriver sur le 4e plan. Oui, alors j'ai vraiment mélangé mes diapos, moi. Donc voilà, on va arriver à un 4e plan, et dans le 4e plan, on va porter dans tous les sujets, alors pas qu'en génétique, hein, mais dans pas mal de domaines, c'est l'intégration des sciences humaines et sociales. Et on sait qu'on a un partenaire donc, très fort qui est la Fondation Maladies Rares, qui a une vraie spécificité sur le sujet. On a les chercheurs. Alors ce qui est dingue, c'est qu'on a les structures. L'Alliance est structurée, les associations sont structurées. On a nos chercheurs en sciences humaines et sociales et on a la Fondation Maladies Rares qui est avec nous. On a notre parcours de soins, puisqu'on est organisé et parfaitement organisé sur un parcours de soins. On a nos généticiens. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Il ne nous manque rien, il nous manque des budgets, tout simplement. Et derrière un budget, c'est-à-dire qu'il nous manque une volonté politique sur le sujet. Ah ben oui, mais c'est parfait. Voilà. Donc, il y a une nécessité absolue de financer ces études. Il ne faut pas oublier le rôle central des malades dans ces appels à projets. Et comme je viens de vous le dire, on a les structures, on a les équipes, on a les malades. Il ne faut plus qu'une volonté politique pour y arriver. Voilà, donc excusez-moi de l'ordre de mes diapos. Je suis désolée. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Donc la transition est toute faite. On vient de parler des enjeux des sciences humaines et sociales. On vient de parler des enjeux de la prise en charge de ce parcours de soins et des enjeux des financements. Et donc je vais donner la parole au professeur Florence Juseau, qui est professeure de sciences économiques et sociales à Dauphine, chercheuse en économie de la santé et membre du comité consultatif national d'éthique. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, sur un sujet, je vais vous donner le point de vue de l'économiste de la santé que je suis, avec quelques réflexions éthiques qui ne sont pas nécessairement fondées sur des études extrêmement précises, hein, mais plus sur la vision générale qu'on peut avoir sur cette question. Alors, ah oui, c'est moi qui ai ça. Donc, je suis là. Et donc, moi, on m'a demandé de réfléchir aux conséquences d'un remboursement des examens génomiques dans leur ensemble. Alors donc je me suis dit, bon, si on va vers un remboursement, ça pose plusieurs questions. Déjà, c'est l'idée un peu d'une généralisation de ces examens dans l'ensemble, que je peux appeler test par moment ou examen, mais enfin c'est bien la même idée. Et donc j'ai réfléchi à plusieurs conséquences que ça pouvait avoir et plusieurs questions que ça soulève pour l'économie. Alors, quand on est en train de parler d'examen génétique, de quoi on parle et quels sont les attendus qu'on peut avoir pour la santé de la population en général et des malades concernés, bien sûr. Alors, il y a, me semble-t-il, deux objectifs un peu différents que je tiens à préciser dès le départ, parce que pour moi, ils n'ont pas des conséquences exactement symétriques. Il y a l'idée d'aller faire une médecine personnalisée, parce que là, par exemple, dans le cancer, on se dit qu'on va aller vers des traitements de plus en plus efficaces et qui vont véritablement améliorer la survie et la qualité de vie des patients. Et puis peut-être aussi quand même qu'on va essayer d'éviter des traitements qui ne sont pas tout à fait les bons et qui peuvent avoir de surcroît des effets indésirables. On a vu l'exemple de la double mastectomie, par exemple, qui est peut-être avec quelques effets indésirables. Et par ailleurs, on peut avoir une prévention personnalisée, j'ai envie de dire. Et là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Évidemment, assurer un suivi à la personne si elle n'a pas encore de symptômes. Je pense par exemple à la génération numéro 2, hein, qui elle n'est pas forcément déjà malade, mais qui sait qu'elle est touchée du coup par le gène. On peut conseiller au mieux les personnes sur les comportements préventifs qu'ils pourraient avoir s'il en existe, prévention spécialisée, et on pourrait essayer d'éviter les suivis inutiles à certains, si on prend dans un monde plus général, éviter des efforts non nécessaires. Alors pourquoi j'écris ça? Mais parce que derrière on pense souvent aux dépenses de santé, des suivis qu'ils génèrent, mais c'est aussi des efforts à certains d'aller faire des examens réguliers. Ça peut avoir des conséquences sur leur santé, mais leur bien-être en général, que ce soit le temps passé, les efforts qu'ils font, le stress généré et l'attention au quotidien qu'on peut avoir toute sa vie, de se dire j'ai pas le droit de manger ça,
là, voilà, parce que, alors qu'en fait, ils n'avaient pas plus de risques que n'importe qui. Alors, partant de l'hypothèse, hein, on est bien d'accord que l'information est pertinente. On peut revenir après sur l'incertitude, mais moi je pars de l'hypothèse que là on parle d'examen. Hein. J'entends bien l'idée que trop d'informations tue l'information. Donc c'est ça la limite de la bonne prescription et du bon étendue de la prescription. Mais je me situe là dans un cadre où on parle de l'examen qui le serait le plus adéquat par rapport à l'information qu'on cherche à aller vérifier. Alors évidemment, si on va vers un remboursement, hein, on est en train de sortir finalement de quelques centres de référence ces examens. Et donc là, on s'attend à quoi? À une amélioration de la test à l'examen en moyenne, qui ne devient plus un soin d'exception, qui ne devient plus un soin spécialisé à certains qui ont réussi à atteindre certaines structures. Parce que nous avons une estimation du nombre de personnes qui ont une maladie rare. Bien évidemment, ils sont certainement plus nombreux. Si on pense à certaines maladies rares qui sont moins systématiquement, qui ont des symptômes qui peuvent être moins violents et systématiquement apparus. Et le temps d'errance, eh bien, il est d'autant plus long que celui que vous observez, parce que vous avez tous ceux qui ne sont pas encore diagnostiqués ou qui sont diagnostiqués pour l'instant avec un autre diagnostic qui n'est pas encore qualifié de maladie rare. Donc, évidemment, quand on mesure des choses sur des patients dont on connaît in fine qu'ils le sont, c'est bien que ceux qu'on a réussi à identifier que l'on considère. Donc, on peut imaginer qu'en élargissant la cible, hein, on pourrait avoir une meilleure photo et un meilleur accès. Alors évidemment, hein, ça devient un standard, ça n'a de sens que si on a une indication précise. Et c'est en fait le sens, je pense, de ce que vous disiez, monsieur, c'est que vraiment, ça n'a de sens que si on le donne aux bonnes personnes. Et l'idée, c'est pas de faire tout le génome de toute la population demain matin et de tout analyser, parce qu'on aurait beaucoup trop d'informations à des fins de recherche. Certains amis au nord de l'Europe l'ont fait sur des cohortes très larges, mais ça, c'est autre chose, hein, à des fins de recherche. On y réfléchit même sur des cohortes françaises, voilà, d'essais. Mais dans ce cas-là, c'est à des fins de recherche et on voit bien le sens que ça pourrait avoir. Alors, j'insiste sur la question de l'accès géographique. Un centre de référence, c'est pas n'importe qui y arrive. Hein. C'est déjà quand on arrive dans certaines structures, on commence à aller dans un centre de référence et on peut se demander si, quand on a eu la chance de passer dans tel ou tel hôpital, eh bien, on a exactement aujourd'hui les mêmes chances et les mêmes traitements. On sait évidemment que non, hein, qu'il y a une énorme variabilité dans les pratiques. En fonction de là où sont soignés les gens, que ce soit en hôpital ou en ville. Et par ailleurs, je rappelle hein, qu'il y a toujours des énormes inégalités sociales d'accès au-delà du géographique. Hein. La France est très bonne dans un accès en moyenne à peu près tous les soins. On a une très grande probabilité d'aller chez un généraliste. 85% de la population française va au moins un généraliste dans l'année. Plus de 50% voient un spécialiste au moins dans l'année. Nous avons un accès à l'hospitalisation qui, malgré les difficultés que l'on connaît, sont très satisfaisants par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Par contre, on reste très très mauvais en inégalité sociale. Ouais, on reste très mauvais en inégalité sociale, avec des différences que l'on observe entre niveaux de revenus au-delà du géographique qui sont considérables. Alors, pourquoi ces inégalités sociales ? Eh bien, en fait, elles sont parfois corrélées au géographique. Hein. En fonction de son niveau de revenu, on n'habite pas au même endroit. Mais aussi, on a un système qui reste, malgré la réforme du médecin traitant, qui reste un système très libre et où il y a beaucoup moins de parcours de soins protocolisés qu'ailleurs depuis le début du diagnostic. Donc, tant que vous n'êtes pas rentré dans la bonne case où on vous suit, eh bien, l'accès à certaines consultations plus spécialisées reste beaucoup plus importante chez les personnes proactives. Les personnes proactives, c'est qui? C'est les personnes qui ont de l'information, les personnes qui ont du réseau. Alors, les associations de patients peuvent évidemment aider, d'autre part, mais on constate qu'en moyenne, les gens qui arrivent à se saisir de cette situation, à prendre quelque part leur bâton de pèlerin pour essayer de faire avancer les choses, essentiellement dans cette errance-là,
eh bien, on les retrouve plus facilement dans les personnes qui ont les moyens éventuellement de payer des consultations à des patients d'honoraires, de se déplacer géographiquement, qui n'hésitent pas à prendre le train pour aller dans un hôpital parisien, même si elles habitent ailleurs, qui sont celles qui ont tout simplement l'audace et la capacité à bypasser, si vous m'autorisez cet anglicisme, le fait que leur médecin traitant ne s'inquiète pas plus de ça, de la situation, ou que leur spécialiste habituel ne semble pas aller plus loin dans les explorations. Donc ça, c'est un sujet, me semble-t-il, qui m'est cher, mais qui reste à considérer. Voilà. Alors, quel impact attendu sur les dépenses de santé? Alors évidemment, d'abord j'ai envie de dire, oui, si on fait plus d'examens, ça coûtera plus cher, ne serait-ce que pour les examens. Je veux dire, alors bien qu'il y ait une diminution de prix, il y a des effets bien sûr liés à la taille de la population concernée, mais on peut se demander pour qui cette dépense, qui la paiera. Alors, au niveau des hôpitaux, on peut se demander, donc ça reste en hôpital, est-ce que c'est en liste en sus, est-ce que ça rentre dans les GHS, dans les dépenses hospitalières, où est-ce que ça va? Si ce sont des dépenses de soins individualisés, est-ce que ça relève de la sécurité sociale? Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une exonération totale de tickets modérateurs? Tous les gens qui pourraient bénéficier de ça ne sont pas en ALD, par exemple. C'est pas parce qu'une personne est en ALD que la famille l'est, c'est-à-dire pris en charge à 100% pour ses soins. Donc il y a un outil, il y a une question, me semble-t-il, qui va avec la généralisation d'un soin dans ce pays, c'est de savoir au bout d'un moment de quel type de remboursement il relève. Est-ce que c'est uniquement la Sécu qui le paye et par quel canal? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, on implique les assureurs et dès lors qu'on implique les assureurs complémentaires ou mutuels, ça pose la question pour les gens qui n'ont pas d'assurance complémentaire et de mutuelle. Et donc ça veut dire, est-ce qu'au bout d'un moment, on va vous proposer des tests qui ne sont pas totalement pris en charge, ou juste une partie serait prise en charge et une partie optionnelle? C'est aujourd'hui le cas pour des analyses biologiques standards, où on vous prescrit, y compris à l'hôpital, des analyses dont certains soins ne sont pas pris en charge parce qu'ils ne font pas l'objet d'un remboursement. Et donc, ça aussi, ça peut renforcer l'accès aux soins dès lors qu'on est dans des niveaux. Alors, ça pose aussi des questions un peu de prévision de la dépense, parce que pour tout ce qui est, aussi bien pour le test et les soins de médecine personnalisée qui pourrait aller avec derrière, là encore, se pose à nouveau la question, dans les hôpitaux, où est-ce que c'est? Est-ce que ces soins très chers, très onéreux, ils sont dans les listes en sus? Est-ce qu'ils vont dans les GHS particuliers des hôpitaux? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont dans la dépense hospitalière habituelle du groupe de malades qui ont plus ou moins la même caractéristique? Et donc, est-ce que certains hôpitaux, s'ils devaient se retrouver avec certains soins extrêmement onéreux à payer parce qu'ils ont plus de tests génétiques et donc plus de soins très spécialisés à faire, est-ce que ça les mettrait dans le rouge? Donc ça, c'est une question un peu comptable. Et après, dans le monitoring des dépenses, c'est un sujet aussi. Alors ça peut paraître un peu à côté, mais enfin, pas complètement. Après, là encore, on peut se dire, d'accord, ça augmente les dépenses, mais est-ce que ça n'améliorerait pas un peu l'efficacité de la dépense? C'est-à-dire si on a une dépense qui devient de plus en plus adaptée par des soins ciblés. Une approche strictement comptable, évidemment, de la dépense n'est pas souhaitable, et on pourrait même se dire que ça engendre des diminutions de dépenses inutiles. Et dans ce cas-là, on pourrait même avoir un bilan global sur l'efficience, c'est-à-dire le coût-efficacité. En tant qu'économiste, quand même, je ne peux pas m'empêcher de parler de ça. L'efficacité, c'est bien. Le coût-efficacité, c'est bien. Pourquoi? Parce que s'autoriser des dépenses qui ne sont pas efficaces, ça veut dire que ces dépenses, on ne les utilise pas ailleurs. On ne les fait pas ailleurs. Et donc, il y a d'autres patients qui en pâtissent, potentiellement avec des maladies rares aussi. Alors, une fois qu'on a fait ça, sur ces soins plus efficaces, il y a aussi des enjeux, me semble-t-il, pour la recherche, développement et pour l'innovation. Cette médecine personnalisée ou préventive, eh bien, elle permet de faire des soins efficaces, mais surtout des soins efficaces sur des populations ciblées. Et donc, si on pense dans le cancer, on est face à des molécules qui sont aujourd'hui à des tarifs exorbitants, mais qui ne sont pas nécessairement efficaces en population générale des patients concernés. Le ciblage de plus en plus précis des populations
que ça peut toucher, ça peut permettre de faire apparaître une efficacité de traitement très onéreux très efficace sur certaines sous-populations, alors que quand on prend l'ensemble des cancers du sein, par exemple, eh bien, on n'observera pas l'efficacité. Et donc, ça peut permettre, d'une part, d'avoir des autorisations de mise sur le marché plus claires, et les fourches codines des économistes diront, et là, ça devient coefficace. Alors qu'avoir des traitements extrêmement onéreux qu'on aurait mis en évidence auparavant sur des populations trop larges était évidemment pas coefficace parce que le coût était bien supérieur à l'efficacité observée dans un ensemble de patients trop large, trop hétérogène. Le ciblage permet de dire, mais pour ces patients-là, ça vaut le coup. Et donc, du coup, ça a un double effet. Ça peut montrer du coût-efficacité. C'est quoi? L'efficacité par rapport au coût. Mais ça peut aussi montrer que l'impact budgétaire est petit. Parce que plus on va cibler, avoir une information pertinente sur la sous-population, on pourra dire c'est une molécule qui est très chère, qui est très efficace, mais pour quelques patients, et donc du coup, quelques patients, on s'en fout. Et là, on en revient au problème de la recherche des maladies rares, où c'est finalement pas l'impact budgétaire que pourra avoir in fine le fait de soigner cette population, puisqu'ils ne sont pas nombreux. Mais c'est plutôt ex ante de dire est-ce que c'est rentable d'avoir cette recherche. On trouve plein de labos qui ne veulent pas faire cette recherche parce qu'elle n'est pas rentable. Donc, songez à l'utilisation, aux conséquences de cela pour promouvoir l'innovation, ça me semble important. Et enfin, 2-3 éléments pour finir. Les assureurs et les assurés. Alors, les assureurs et les assurés, là, il y a un sujet sur lequel je ne vais pas m'étaler trop longtemps, mais l'information génétique, en fait, on se pose toujours des questions. Elle est évidemment intéressante pour traiter, mais elle pourrait même être intéressante pour des assureurs. Parce qu'en théorie, savoir calculer le risque, ça permet, globalement, d'améliorer l'efficience de l'activité d'assurance. Alors, bien évidemment, il y a évidemment un risque. Pourquoi c'est intéressant d'améliorer l'activité d'efficience de l'activité d'assurance? C'est de réduire les fameux coûts de gestion des assurances. Évidemment, il y a trop de risques, notamment pour les opérateurs privés qui disent de la sélection de patients, donc on l'exclut. Mais il faut bien être conscient que même si on n'a pas le résultat, avoir fait un examen génétique, c'est déjà une information. Donc comment cette information de l'existence d'un test, qui lui est visible dans des bases de données, est traitée? Ça, c'est une question que je pose. Et donc, du coup, pour moi, ça implique évidemment que ça doit être exclusivement payé par l'assurance maladie pour que ce ne soit pas transparent pour les assureurs privés et mutuels que quelqu'un a fait un test. Moi, ça me semble être une question. Donc, ça pose la question de la prise en charge des personnes et ça pose la question de qui doit payer le test. Quelques éléments, enfin, d'efficience et d'éthique encore. Alors, quels sont les risques? La surprescription. Si on généralise ça un peu, si on dit remboursement de la surprescription, alors là, on pourra avoir une demande un peu non justifiée des patients, ceux qui veulent savoir, même si après ils regrettent parfois d'avoir su. Bon, une demande induite par les professionnels, alors bon, les économistes de la santé travaillent beaucoup là-dessus, ça peut être pour avoir une rémunération particulière, mais ça peut surtout être symbolique, pour être celui qui prescrit, qui est là-dedans, qui est dans l'innovation, qui est parmi ceux qui ont travaillé là-dedans. Et donc, il faut faire attention à ça, et puis avoir un risque de manque de ciblage des patients. On peut avoir aussi un risque de sous-prescription, et là, on a des travaux qui parle de discrimination statistique. C'est pas de la discrimination méchante, c'est du fait que les prescripteurs peuvent avoir des représentations sur qui ça vaut le coup ou pas, quelle est la personne qui va bien recevoir l'information, quelle est la personne qui va pas bien le recevoir, est-ce que la personne va faire derrière les analyses qu'il faut, etc. Et il peut y avoir une forme de discrimination liée sur d'autres informations, mais qui fait que certaines populations pour lesquelles ça serait justifié de le faire, pour autant subiront une sous-description. Et puis donc du coup, on peut se poser aussi la question quand même de l'autonomie ou pas qu'il faut laisser aux patients là-dedans. Évidemment, en tant que personne qui réfléchit à l'éthique, on se dit qu'évidemment l'autonomie, le respect des préférences, comme dirait un économiste, est une dimension importante. Mais on peut se demander si tout le monde est vraiment en capacité d'exercer son autonomie.
Et on peut se demander aussi s'il y a des questions de qui relève le choix, par exemple dans la diffusion des informations aux autres membres de la famille. Est-ce qu'on doit légiférer là-dessus? Est-ce qu'on doit laisser la place là à une tutelle, d'avoir une décision paternaliste? Et juste pour finir, c'est mon dernier slide, quelques éléments de réflexion. Les économistes étudient pas mal certains traits de personnalité et préférences qui montrent certaines ambiguïtés qu'on peut avoir vis-à-vis de l'information et les choix. Alors, la première chose, c'est ce qu'on appelle la myopie, la forte préférence pour le présent. Certains individus s'intéressent uniquement à l'instant présent. Bon, ben, pour eux, avoir une information supplémentaire sur ce qui se passera demain n'a aucune espèce d'intérêt. Donc, soit on pense que collectivement, il faut les forcer à décider quelque chose, soit jamais de même ils ne le feront. On a aussi un problème de rapport au risque, on l'a dit. On est tous plus ou moins tolérants par rapport au risque. Le risque, c'est le risque financier dans la vie, mais c'est le risque face à l'information, comment on envisage la maladie, comment on envisage l'information sur la mort. Et là, eh bien, on sait qu'un test génétique, c'est compliqué parce que quand c'est curatif, quand c'est à visée de médecine préventive, ça peut réduire les risques. Quand c'est de l'information, ça l'augmente. Tant qu'une maladie n'est pas dépistée, elle n'existe pas. Donc, s'exposer à un test, c'est s'exposer à un risque. Et donc, seuls les gens, et peut-être que les associations de patients sont à titre-là pas complètement représentatifs que de tous les patients. Et c'est bien évidemment pour ça que ces derniers veulent savoir, avoir de l'information, alors que peut-être que l'ensemble des patients ne sont pas dans ce cas-là. On a aussi la question de la distorsion des probabilités. Un prix Nobel d'économie a beaucoup, Kahneman et Tversky ont beaucoup travaillé là-dessus, sur certains biais qui font que, voilà, c'est très dur d'envisager de prendre des questions, de répondre à des questions et de faire des choix quand ça met en jeu des toutes petites probabilités. Et puis nous avons des problèmes d'incohérence temporelle. Alors, nous avons la parabole d'Ulysse et des sirènes. Ulysse veut se protéger des sirènes le soir, mais le lendemain, il sait que face aux sirènes, il ira les voir. Et c'est pour ça qu'il demande à ses compagnons de bateau de s'attacher à son mât. Donc moi, la question que j'ai envie de poser, c'est qui faut-il suivre? Ulysse du soir, Ulysse du matin? On est face à quelqu'un qui est dans une incohérence. Et les gens qui veulent tout savoir et qui regrettent le lendemain, eh bien pour nous, ce sont typiquement des personnes qui sont face à un problème d'incohérence temporelle, et voire même ils peuvent savoir que demain ils regretteront, alors même que la veille ils veulent absolument savoir rationnellement. Et face à ces problèmes-là, eh bien on sait que c'est compliqué. Je mets un exemple, mais qui n'a rien à voir avec le sujet dont on parle aujourd'hui, mais qui est éclairant. Les centres de dépistage anonyme et gratuit pour le VIH ont un pourcentage de l'ordre de 30 à 40% des personnes qui vont faire un test, qui ne vont jamais chercher le résultat. Et donc là, est-ce que c'est la même chose? Ça veut dire qu'en fait, ils ne le voulaient pas, ce résultat. Et donc, voilà, ça nous donne une idée sur l'autonomie qu'on peut laisser, jusqu'à où, au bout d'un moment, il faut laisser ceux qui savent le mieux, voilà, donner un petit peu le coup de pouce pour qu'une décision soit prise ou pas. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je pense que là, vous avez eu quand même 3 points de vue qui vont peut-être soulever un certain nombre de questions. Il me semble que ça montre quand même, donc peut-être que si vous souhaitez poser des questions, je vous invite à lever la main et les micros vont vous être apportés. En attendant, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé et qui me semble peut-être important, surtout en vous ayant tous écoutés, c'est le mot formation. Formation des professionnels de santé qui ne sont pas généticiens. On a dit qu'il y avait besoin d'informer les patients dans un contexte où il y a des évolutions technologiques importantes, dans un contexte où peut-être on va un petit peu plus quitter l'hôpital et on risque d'aller vers la ville. Donc comment un professionnel non formé peut informer les patients dans un contexte où les examens proposés sont quand même très complexes. On l'a bien vu dans la première présentation. Est-ce que vous avez des éléments à apporter sur les enjeux de formation? De bas pour répondre, je vois, c'est une question très très importante, Pascal, parce que elle pose aussi la question de l'échelle des réseaux qui vont piloter ça dans l'avenir. Et y aura-t-il d'ailleurs un pilote? Et donc, tant qu'on est encore dans les mailles d'un plan qui est très solide, très intéressant, qui va être renouvelé et j'espère embelli, on sent que ça va. Mais si pensons plutôt qu'aux maladies rares, mais au cancer, si on dit là aussi le maillage est excellent, il y a un plan cancer, il y a les centres de lutte contre le cancer, mais
quand même des cancers du côlon, par exemple, je ne connais pas, mais enfin, il y en a partout, dans toutes les cliniques, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a besoin de formation à la fois des praticiens, chirurgiens, oncologues qui vont faire. Et peut-être qu'une part de la réponse, c'est la même réponse que pour la prescription et l'interprétation, c'est de dire il faudrait que ces centres-là, parfois non universitaires, mais pourquoi pas universitaires aussi, ou de ville, soient connectés d'une manière ou d'une autre pour prescription, interprétation, mon blabla tout à l'heure, mais aussi pour la formation. Et que ces staffs pluridisciplinaires soient ouverts, qu'il y ait une pratique. Ça ne répond pas à toutes les questions, mais c'est une réponse comment dirais-je, au temps de la prescription actuelle. Il y a la formation dans les études médicales. Mais ça, c'est très, très loin. Mais je pense que c'est quand même aussi comment dirais-je, c'est actionnable. C'est un gène actionnable. Et là, il faut que je plaide un peu coupable. C'est pas évident. Je suis pas sûr que ce soit vraiment encore aujourd'hui très bien fait de dire ce qu'on s'est dit là sur les variantes de signification inconnues, par exemple, dans les études de médecine, tout simplement. Donc il y a quand même des gros trous dans la raquette. Et c'est vrai que nous, on a toujours remarqué à travers des plans que même la formation des médecins généralistes ou des spécialistes aux maladies rares reste encore quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que la base déjà de formation aux maladies rares, qui explique aussi une partie de l'errance, de ne pas orienter vers un centre de compétences et références, pose déjà un problème. Donc quand on arrive à des sujets quand même très techniques, très spécifiques, voilà, il va falloir quand même attaquer ça à bras-le-corps et très rapidement, parce qu'on sait que le temps est très long sur le sujet de la formation. Et de lien ville-hôpital également, puisque vous avez finalement abordé aussi ce lien ville-hôpital. Et 2 ou 3 heures de sciences sociales pourraient aider en 7 ans. Je ne demande pas beaucoup. C'est pas une réponse à tout faire non plus, mais c'est vrai qu'on a toute cette aventure de la génétique a créé des nouveaux métiers. Je pense aux conseillers en génétique, c'est un métier absolument épatant, qui ont fait le meilleur de la génétique sans s'être, pardonnez-moi, un peu barbé avec les études de médecine. C'est des métiers extraordinaires pour ceux qui aiment la génétique, bien sûr. Je me demande s'il ne faudrait pas que les conseillers en génétique aient des périodes ou une formation à la formation et qu'ils puissent porter cette bonne parole. Parce que j'espère qu'ils seront plus nombreux. Ils sont en tout cas, malheureusement pour leur salaire, moins coûteux pour notre système hospitalier ou privé. Et donc c'est certainement, à mon avis, un groupe de généticiens sur lesquels une partie de la formation d'avenir repose. Et plutôt que d'inventer d'autres professeurs de génétique, je suis assez convaincu qu'ils savent très bien expliquer la génétique et que ce soit en études de médecine, comme j'évoquais, ou dans le lien ville-hôpital, comme vous l'évoquez, ce sont des porteurs de très très bonnes paroles. Merci. Écoute, c'est gentil de me donner la parole et je voudrais déjà vraiment vous remercier tous les trois parce que vous représentez une certaine diversité de la thématique et c'est très très agréable de la voir finalement sous différents aspects. Alors finalement j'ai 4 questions, je suis désolé mais les réponses sont très courtes, je vous promets, mais c'est vraiment à la hauteur de l'intérêt que vous voyez j'ai eu de cette session. Ma première question elle est très courte, comment est-ce que vous définissez finalement le génome que vous avez considéré comme normal, puisqu'il y a tellement de variants. Et est-ce que c'est évolutif dans le temps? J'oserais dire, est-ce qu'il y a un comité qui, à un moment ou à un autre, dit que ce génome est le bon? Ma deuxième question, je vais les enchaîner, comme ça sera peut-être plus court. Ma deuxième question, elle est aussi finalement d'un prescripteur sur les plateformes, et notamment sur les plateformes, pour le coup, pour ma région oragène. En tant que cancérologue, on les prescrit, mais on est quand même bien souvent déçus. J'en suis un peu désolé, mais c'est des plateformes qui nous donnent des résultats tardivement. Parfois, malheureusement, les patients sont déjà décédés. On n'a pas forcément de solution. Et ma question est très simple. Comment vous les voyez évoluer au regard, finalement, de la cancérologie, alors qu'on a déjà des panels, par exemple, diagnostiques, où on peut analyser 40 gènes et qui nous affinent un diagnostic. Ça, c'était ma deuxième question. Ma troisième question, je suis très très heureux que vous ayez parlé des sciences humaines et sociales, et je peux vous confirmer que dans les études de médecine, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de formation en sciences humaines et sociales, et quand je dis que nous n'en avons pas, c'est vraiment 0, voire -1, -2, -3. C'est vraiment un manque absolu. Je pense que le monde médical finalement est aussi la diversité de ce que nous sommes, nous, en tant que citoyens. Et dans la réalité, il y a vraiment, je pense, des médecins qui auraient besoin de ces sciences humaines et sociales.
Mais j'en viens à ma question, c'est que c'est quand même très perturbant d'avoir un diagnostic, par exemple génétique, d'une maladie qu'on va avoir, mais comment on gère? Parce que nous, par exemple, cancérologues, il y a une maladie cancéreuse, on a un plan thérapeutique, on traite, on se bat, le malade se bat, les familles se battent, les aidants, nous, les médecins, tout le monde paramédical, et puis on en arrive à dire on ne peut plus. Mais là, au moins, on arrive à accepter ce on ne peut plus, parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Mais quand vous avez un diagnostic comme ça, d'une maladie qui peut apparaître 20 ans après, et pour lequel il n'y a pas de solution vraiment facile, comment vous gérez finalement cette difficulté d'annonce et puis de prise en charge? Et enfin, ma quatrième question qui est très très courte, et c'est pour vous, madame, elle est très courte. Non, mais est-ce que dans le monde que vous connaissez, notamment dans les instances de l'État, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a des réflexions sur ce que l'on va gagner sur le long terme? C'est-à-dire qu'on va perdre sur le court terme, mais on gagne sur le long terme. Et dans toute la médecine prédictive qu'on fait, on évite les hospitalisations importantes, on évite bien sûr les douleurs et autres, mais c'est surtout les coûts d'hospitalisation, les coûts de prise en charge. Et je me suis toujours demandé si finalement il n'y avait pas parfois des raisonnements à court terme, et s'il fallait pas, ou si justement il existait des raisonnements à long terme. J'en ai fini, désolé. La première est facile, il n'y a pas de génome normal par définition. Quand vous voyez 3 millions de variants et qu'on est à peu près, on va à peu près bien, il n'y a donc pas de génome normal. Et quand vous voyez aussi les personnes, on les appelle les survivants, et on est tous des survivants. On se trimballe tous avec une altération qui aurait dû nous tuer ou nous rendre très malades. Donc, par essence, il n'y a pas de génome normal. Donc, on ne peut pas parler de génome normal. Et puis, il y a la question des populations. Un génome qui pourrait être normal à cet endroit dans une population vous montre qu'il est polymorphe dans une autre population. Et vous allez faire un test génétique chez un Laotien en vous adressant à un variant probablement pathogène. Et en fait, il ne l'est pas du tout parce que dans cette population, c'est un polymorphisme. Donc, il n'y a pas de génome normal. C'est extrêmement important. Le cancer. Les cancers et les plateformes, je ne suis pas du tout approprié, mais il est certain que les plateformes, et c'est bien leur attention, ont la mission d'évoluer à la fois dans l'éventail des préindications, d'augmenter les préindications, et dans chaque préindication, c'est plus difficile d'évoluer dans les délais, notamment vers l'urgence thérapeutique. En cancéro, vous avez des médicaments qui agissent sur une cible dès lors qu'on a la mutation. Vous ne pouvez pas attendre 3 mois. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a les urgences, plutôt en maladie constitutionnelle et rare, du diagnostic prénatal. Et si on va vers des génomes en prénatal, ce qui est aventureux comme transgression, mais à mon avis imparable, et donc il faut envisager, alors il y aura besoin d'un circuit rapide. Donc, c'est une invitation, mais les plateformes, ça ne leur a pas échappé. Dans quel délai ça va se mettre en place? La 3, je ne sais pas. Si, c'était 0, -1, -2. Vous exagérez peut-être un peu. Moi, je ne les fais pas, les sciences humaines et sociales, mais par rapport à ce qu'on a fait en médecine, et ce qu'ils ont maintenant, il y a quand même peut-être +1, on va dire. Non? Ah bon, d'accord. Je vous confirme. Non, mais en médecine, en pharma... Non, mais en médecine, en pharma et dans tout le paramédical, on en a besoin partout. Et on sort des études médicales ou paramédicales sans avoir une notion très... On va peut-être à +0,5, 0,5. Alors ça, je peux vous répondre parce que j'enseigne parfois. Ça dépend des mineurs que les gens choisissent. Ils peuvent choisir des mineurs où il y a des sciences économiques, sociales, et ça dépend aussi beaucoup des universités. Ou si dans les universités, on entend la santé publique avec ou sans les sciences sociales. Voilà. Il y a des... Alors, c'est pas la réponse globale, mais il y a des réponses individuelles et d'excellence. Il y a des programmes immensément prestigieux, Normal Sup, sciences... Il y avait sciences, médecine, sciences, et maintenant il y a médecine humanité. Alors d'accord, c'est 4-5 gaillards par promotion par an en France, mais ceux-là,
il va falloir investir dessus. Hein. Oui, non, mais il y a, alors ça, dans toutes les universités de France, en particulier la mienne, il y a des DU et des masters spécialisés où nous avons des soignants, nous avons des médecins, nous avons des MBA qui viennent et qui sont spécialisés. Il y en a aussi où il y a beaucoup de médecins généralistes. Il y a des professionnels de santé qui se forment. La question, c'est de savoir si il y a un socle minimal. Alors, pour vous répondre à votre question, que va-t-on gagner à long terme? Alors, il y a deux mots intéressants dans votre question. Il y a gagner. Gagner en termes de quoi? Moi, en tant qu'économiste, la première chose, quand on fait nos analyses coût-efficacité, la première valeur qu'on voit à la prévention, c'est la valeur de la vie, la valeur de la qualité de vie. Bien avant les économies gagnées. Les économistes ne s'intéressent pas tellement aux économies, contrairement à ce que certains croient. Nous, c'est la valeur. Alors la valeur, mais la valeur évaluée par la société. Et donc là, ça pose la question de quelle est la valeur pour la société des gains en termes de santé qu'on peut obtenir. Est-ce que c'est la survie de quelques mois? Est-ce que c'est la qualité de vie? Sur quoi il faut toucher? Et donc là, ça pose la question de la valeur de ce qu'on arrive à produire comme efficacité. La valeur pour la société, ok. Les personnes concernées. Et puis la deuxième chose, c'est le long terme. Alors, effectivement, toutes les analyses dans les instances, que ce soit en médecine ou quand on fait une autoroute, on a un petit problème qui s'appelle l'actualisation. C'est-à-dire que quand on a des gains et des bénéfices sur les 20 ou 30 prochaines années, tout ce qui se passe à long terme est réduit à zéro par le fait, ce mécanisme de préférence pour le présent, du fait que l'argent, on aurait pu le placer ailleurs, on en aurait eu des gains, etc. Et donc, la valeur qu'on attribue aux bénéfices futurs dans les calculs est beaucoup plus faible. Donc, du coup, c'est le problème. Et donc, du coup, mais la première chose, de la prévention, certainement gagner quelque chose, mais surtout gagner de la vie et de la qualité de vie. Oui, bonjour, Hélène Logereau, l'Agence de la biomédecine. J'ai une question pour le professeur Lyonnais et une question pour Madame Juzo. Monsieur Lyonnais, est-ce que les progrès technologiques et la multiplication des panels, l'enrichissement de vos panels, vous permettent de quantifier la part environnementale des maladies que vous diagnostiquez? Et à Madame Juzo, on parle beaucoup de réforme du financement, réforme de la T2A pour aller vite. Est-ce que vous voyez des pistes sur les financements au parcours, sur le domaine particulier de la génétique et de l'accès aux soins des patients? Pour la première question, Madame, l'analyse immédiate ne permet pas de répondre à cette question. Pourtant, absolument princeps, j'ai mis Alden avec le dialogue gène-environnement, mais indirectement, c'est un des objectifs, j'en ai pas parlé, de ce qu'on appelle le collecteur analyseur de données qui devrait récupérer, si je puis dire, toutes les séquences de génome du plan, non pas pour, j'insiste, le projet local de revoir un deuxième, troisième, quatrième, cinquième regard sur les patients. Ça, c'est absolument essentiel que ce soit de nouveau en proximité et pas dans un collecteur centralisé où on aura besoin de faire un projet pour regarder le génome d'un malade de nouveau. C'est très, très important ce que je vous dis parce qu'il y a cette tendance-là, c'est-à-dire oui, le collecteur va tout régler. Non, mais en revanche, là, lorsque des généticiens, épidémiologistes, statisticiens peuvent se pencher sur des cohortes de grande taille, voire internationales, grâce à un collecteur de ce type, et poser une question sur une catégorie de variants, une catégorie de gènes, une catégorie d'altération génomique, et en disant là j'ai de l'expression, là j'ai pas d'expression, là ils vont pouvoir, à mon avis, commencer à aborder en recherche cette question à travers les données du plan. Sinon, ça reste une question extrêmement difficile. Vous savez, rien que le calcul de l'héritabilité, c'est-à-dire que la part respective dans la différence, dans la variance, c'est pas l'hérédité, c'est l'héritabilité de l'environnement des gènes est un débat. Ça nous amène au score de risque polygénique, mais ça va un petit peu loin. Pour moi. Hein. Oui, tout à fait. On doit arriver à un moment à une démonstration biologique qui ne sera pas dans le génome, mais il va falloir actionner un modèle cellulaire, un modèle animal, un modèle, je ne sais pas quoi, pour dire nous avons des données qui laissent penser que l'altération génétique seule n'explique pas tout, la belle découverte, mais comment montrer que l'environnement joue un rôle. Pardonnez-moi, c'est aussi un truc pour dire que quand
progresse toute cette génomique française, il serait bien d'avoir aussi des bases de données, des registres de qualité de vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été fait. Toujours les Anglais sont quand même balèzes. C'est le UK Biobank où vous avez génome complet, mais vous avez la biologie élémentaire, les paramètres élémentaires, et vous pouvez croiser les deux. Et il y a quand même toutes les 3 semaines un très très beau papier qui va dans votre sens, madame, qui est de dire on commence à approcher l'interaction gène-environnement grâce à ces registres. Donc c'est un plaidoyer pour qu'il y ait aussi en France des bases de données et des registres de grande envergure de vie normale. Oui, les données de vie réelle, c'est quelque chose de vie fondamental. Et ça, dans le plan, quelque part, avoir des données uniquement de laboratoire sur des individus qui n'existent pas, dans des conditions qui n'existent pas, c'est pas très intéressant. Et ça, c'est pour tous les domaines de la médecine. Pour vous répondre, bon, la réforme du financement de l'hôpital, c'est un sujet très compliqué. Vous avez 2 heures. Voilà, alors on ne va pas rentrer là-dedans. La T2A a ses défauts, mais plus dans son application que dans le principe. Point. Par ailleurs, l'idée que vous avez des parcours, c'est intéressant, mais ça pose quand même des questions quand vous êtes sur plusieurs établissements, plusieurs services entre la ville et l'hôpital. C'est comment on partage le coût, comment on rémunère les différents acteurs, comment les informations se croisent. C'est évidemment... Tout le monde a l'idée des parcours. Déjà, identifier des parcours dans des données d'assurance maladie, on n'y arrive pas. Sur les données, donc savoir derrière comment partager le coût, rémunérer les acteurs. Mais c'est bien ça. Dans les articles 51, il y avait des expérimentations qui sont là-dessus. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille pour ces pathologies-là comme pour d'autres. Mais c'est complexe. Et là encore, on a des problèmes de vie réelle parce que toutes les expérimentations sont toujours faites par des structures qui le veulent bien, qui sont plutôt militantes dans ce domaine. Et là encore, on a un petit peu de doute sur le fait que répliquer de manière générale quelque chose qu'on a vu fonctionner dans quelques structures sélectionnées fonctionnera aussi bien à la fin. Pour vous répondre, je pense que dans le 4e plan, évidemment, on va être très à cheval sur les données en vie réelle, mais également quand on voit aussi ce qui est annoncé à la Haute Autorité de Santé, où dans l'évaluation des médicaments, les données de qualité de vie vont être de plus en plus intégrées. Dans l'évaluation, ne serait-ce des traitements et des médicaments. Oui, il y a des échelles. Oui, le problème, c'est de savoir lesquelles, à quoi sont-elles sensibles. Exactement, mais il y a un travail qui est fait à l'heure actuelle, et je pense que c'est des données absolument, enfin en tout cas pour les malades fondamentaux. Tout à fait, qui sont essentielles. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est une réflexion. Je suis là. Je suis biologiste en génétique. Je fais de la cytogénétique et de la biologie moléculaire dans le privé. Juste une réflexion, enfin 2 axes de réflexion. Première réflexion. L'inégalité, elle existe, privé-public, pour l'accès aux soins des actes génétiques, puisque dans l'hôpital, on ne se pose pas la question si l'acte est remboursé ou pas. Rien que pour le prénatal, une ACPA, c'est normal en public, en privé, il faut négocier. Et une autre axe... Forcément gratuit pour le patient, il y a des tickets modérateurs à l'hôpital. Oui, on est d'accord, mais beaucoup plus facile d'accès dans le public. Et je profiterai aussi du public ici. Nous sommes des biologistes qui sommes réglementés par l'Agence de biomédecine. La génétique évolue, les agréments difficilement. Et en fait, pour avoir fait de multiples demandes d'agrément avec de multiples études, multiples stages, je constate la difficulté. Et donc, pour nous, praticiens, publics et privés, je pense que c'est la même chose. La difficulté d'exercer, elle est bien réelle aussi. On se limite dans les panels d'analyse qu'on propose parce qu'on n'a pas forcément l'aval de l'Agence de biomédecine derrière qui ne nous propose pas de solution quand on leur demande comment faire. Voilà, une petite réflexion personnelle. Et juste un autre point qui n'a pas du tout été abordé, c'est l'embolie des consultations de génétique. Vous, association de patients, vous le connaissez. La formation est vraiment terrible. Enfin, l'accès à la formation est vraiment terrible. Je ne sais pas comment faire pour motiver les jeunes à aller vers la génétique, vers les consultations. Conseiller en génétique, c'est génial, il faut juste les motiver à le faire. Et autre point, dans les laboratoires, d'ici, je pense, une dizaine d'années, je pense que les biologistes se sentiront très seuls puisqu'il y a une désertion de la biologie médicale. Et donc, je suis très inquiète pour les 10 prochaines années, pour l'accès aux résultats dans des temps en heure. Voilà, c'est pas vraiment des questions, c'est des réflexions. Je pense que peut-être que...
Mais je voudrais juste dire, oui, on ne l'a pas abordé là, mais c'est vrai que les temps d'attente pour les résultats, pour nous, sont très difficiles. Mais on sait aussi que ce n'est pas lié à un manque de volonté, c'est un manque de personnes sur le terrain, dans les laboratoires, dans les analyses, etc. Mais on a un vrai sujet là-dessus. Donc, vous l'avez abordé, il y a aussi l'IA derrière. Est-ce qu'à un moment, on ne va pas aussi développer d'autres techniques pour aller plus vite, créer des nouveaux métiers? Enfin, la question va vraiment se poser à ce sujet-là, parce que voilà. Et en plus, on a, nous, et ça a été fait dans le cadre du 3e plan, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir de résultats et de repasser régulièrement les dossiers. Donc, c'est remettre des temps d'attente. Et à un moment, effectivement, ça coince, ça passe plus. Il y a un vrai sujet sur le terrain. Je vais juste apporter 2 mots, 2 compléments d'information sur les agréments en génétique. Il y a un réel travail qui a été mené à l'Agence de la biomédecine il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, avec une grosse réflexion autour de faut-il toujours, et on l'a vu à l'ère des évolutions technologiques où le chromosome, le génome, finalement c'est plus aussi séparé, la cytogénétique, la génétique moléculaire, les outils sont communs. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers un agrément génétique commun? Donc on avait bien avancé et c'est dans la dernière ligne droite qu'il y a eu un dissensus des professionnels. Et donc, on va avoir un échange, probablement dès l'année prochaine, pour reproposer des évolutions. Néanmoins, vous l'aurez sûrement observé, il y a eu une nouvelle mouture de la maquette des agréments, donc elle évolue, mais peut-être pas à la hauteur des attentes. Mais on est très, très attentif, justement, à ne pas être bloquant à ce niveau-là, et plutôt être encadrant. Ensuite, j'avais juste un point sur les conseillers en génétique. Donc, ils vont augmenter. Il y a depuis l'année dernière 3 formations à la place d'1. Et nous les accompagnons aussi à l'Agence de la biomédecine, puisque j'ai eu l'occasion encore hier de faire 2 heures de cours auprès de ces conseillers. Et on a une grande attente du fait de leur nouvelle mission de prescription et de communication des résultats, avec un protocole d'organisation entre le médecin qualifié en génétique et le conseiller en génétique. C'est vrai que ça sera vraiment un enjeu pour plus tard, y compris pour la formation, c'est très très important. Et le rôle du psychologue? Où on place le psychologue dans ce parcours de soins? Ben là, peut-être qu'on en revient aux bonnes pratiques. Pourquoi vous me regardez? On en revient. Non, on est beaucoup à avoir montré que c'était indispensable, même avant l'annonce, que c'était indispensable dans toute la boucle de la prescription, de l'information, du consentement. Il y a eu un petit test qui a été fait en consultation il y a quelques années chez nous, mais tous les collègues ont fait à peu près la même chose, qui est le test tout bête. Vous faites une consultation avec un psychologue, et puis il part avec la personne que vous avez vue, et il demande, vous avez compris, c'est terrible, hein. C'est très humiliant. Ça rend humble sur les consultations de génétique, sur les messages qui passent. Parce que beaucoup de personnes, c'est pas une question de qualification au niveau, mais donnent l'impression d'avoir parfaitement pigé ce qu'on a pensé bien dire. Et en fait, on est à côté de la plaque. Rien que ça. Alors tout n'est pas véridique là-dedans. Il y a peut-être une fausse mésentente et une méconnaissance. Mais justement, c'est les systèmes qui sont à l'œuvre là-dedans doivent être déminés par de la psychologie. C'est toujours l'image qu'on avait. La génétique va vous faire une sorte de chirurgie. Vous ouvrez le ventre et vous fermez pas. C'est quand même embêtant, quoi. Je posais la question parce que justement, je trouve que c'est plutôt bien fait et que je voulais que ça soit dit et que c'était important. Et quand on parle aussi quand même, là, moi, c'est les sciences humaines et sociales et les psychologues ont un rôle important aussi dans la capacité, en communiquant avec nous, de monter des sujets de sciences humaines et sociales. Voilà. Ensuite, effectivement, vous vous dites c'est compliqué quand on a le retour, sauf que le malade vis-à-vis du médecin, on est devant le sachant. On ose moins dire, on n'ose pas dire qu'on ne comprend pas, et on a l'émotionnel qui nous bloque un peu. Il y a un effet de sidération dans tous les sens. Exactement. Même dans la non-prescription de tests génétiques. Exactement. On n'en fait pas, c'est souvent extrêmement anxiogène. Juste pour vous dire que c'est pas le reflet, une seconde, du fait que vous ne vous débrouillez pas bien. On a fait des enquêtes en cabinet de médecine générale, consultation standard, en demandant aux patients, en interrogeant les patients avant, que voulez-vous dire à votre médecin? Observation de la consultation dans certains cas, et dans d'autres cas, de toute façon, après qu'on a toujours demandé aux patients qu'est-ce qui s'est passé dans cette consultation, et aux médecins qu'est-ce qui s'est passé dans cette consultation. Les écarts qui existent entre ce qui s'est passé, ce que le patient souhaitait dire avant,
ce qu'il a dit après, et ce qu'il a compris, et ce que le médecin a dit et fait, c'est sidérant. Donc c'est vrai dans toute consultation, et il faut se dire que c'est la réalité, c'est pour ça qu'il faut faire des efforts. Vous avez raison, et s'ajoute à ça deux dimensions très, pas spécifiques, mais très prégnant dans la génétique, c'est la notion du risque et de la perception du risque. La représentation, vous disiez madame, c'est exactement ça, la représentation du risque. Il y a des familles qui sortent avec un risque, on est très content de la remettre. Oh, c'est 1 pour 1000 et ils sortent catastrophés, parce que la perception, ça va me tomber dessus. Et d'autres, vous dites 25%, ils disent oh bon, ça va, j'ai 3/4 pour que ça marche, quoi. Donc c'est la perception du risque. Et deuxièmement, l'implication de personnes qui ne sont pas à la consultation. Les apparentés, les parents, les enfants, l'enfant en devenir. Et ça ajoute à ce que vous dites, sans enlever le fait que c'est un fait de la médecine depuis Hippocrate. Humaine, quoi, j'ai envie de dire. Il y a une question au fond. Une dernière question. Oui. Bonjour. Question. Bonjour, tous les étudiants du deuxième année du Master de conseil en génétique de Paris sont ici. On voulait vous remercier d'avoir pensé aux conseillers en génétique dans cet accès aux soins et vous confirmer toute notre motivation qu'on a et notre envie de prendre part dans cet accès aux soins. Madame parlait du monde des mots et effectivement c'est toute notre formation d'expliquer, de vulgariser et on a hâte d'y prendre part. Merci beaucoup. C'est une très belle conclusion. On nous presse de finir cette table ronde. C'était tellement dense que je n'ai pas pu poser les questions que j'avais préparées, donc je les garde pour la pause. Et merci aux intervenants et merci à vous tous d'avoir assisté à cette fascinante table ronde.